Là, on dit qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle François Gemène et je suis doctorant à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Université de Liège, où je travaille sur les mouvements migratoires qui sont générés par les dérèglements de l'environnement, comme les catastrophes naturelles ou bien sûr le changement climatique. J'enseigne également à Sciences Po un cours de géopolitique du changement climatique. Alors tout d'abord, c'est quoi un réfugié climatique? Alors, on considère, on appelle généralement réfugié climatique toute personne qui est déplacée de chez elle en raison de perturbations de son environnement liées au changement climatique. Maintenant, ça reste une notion assez difficile à définir, en partie parce qu'il n'y a aucune définition légale de ce terme. Et donc le terme réfugié climatique, quelque part, est trompeur, puisque ces personnes ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention de Genève de 1951. Quand et pourquoi vous vous êtes intéressé à Tuvalu? Alors, mon intérêt pour Tuvalu a commencé de façon un peu amusante, puisque en 2001, j'étais stagiaire aux Nations Unies à New York et je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur avec l'ambassadeur de Tuvalu aux Nations Unies. Et Tuvalu était à l'époque un pays dont je n'avais jamais entendu parler, mais ce que m'en a dit l'ambassadeur pendant la vingtaine de minutes où nous avons été coincés dans l'ascenseur a suscité mon intérêt pour Tuvalu, et c'est donc à la suite de cette rencontre que j'ai décidé de travailler sur les migrations liées au changement climatique et au dérèglement de l'environnement. J'ai eu l'occasion l'année dernière de passer l'été à Tuvalu et à Auckland, où a émigré une bonne partie de la population de Tuvalu, de façon à essayer de comprendre mieux quels étaient les rapports qui existaient entre l'environnement et les migrations. Donc ce fut une des études de terrain pour ma thèse, ce fut également une étude de terrain pour un projet de recherche européen qui s'appelle EACH4 et qui vise précisément à étudier de façon empirique les liens qui existent entre l'environnement et les flux migratoires. Quels sont les enjeux autour du terme réfugié climatique? Donc le terme réfugié climatique n'est pas défini légalement. Donc un des grands enjeux, ça va être de définir un statut légal de protection et d'assistance à ces personnes. Et puis il y a évidemment des enjeux géopolitiques, puisque ces gens vont se déplacer pour la plupart à l'intérieur de leur pays, faisant peser un poids supplémentaire sur des pays déjà fragilisés généralement. Et puis alors il y a évidemment des enjeux encore plus grands pour ces personnes qui se déplacent à l'extérieur de leur pays et qui franchissent une frontière internationale. Et puis à côté de ces enjeux légaux et géopolitiques, il y a également un enjeu économique qui est celui des compensations et des réparations qui pourraient être offertes à ces personnes en vertu d'une certaine forme de justice climatique et de responsabilité environnementale. Combien sont-ils? Alors, combien sont-ils? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, puisqu'en réalité ils sont encore très mal définis et donc forcément il est difficile de les compter. Tout dépend de la définition qu'on prend en compte. Plus la définition est large, plus le nombre d'entre eux risque d'être important évidemment. Donc on estime qu'il pourrait être plusieurs millions à l'avenir, mais tout va dépendre en réalité des mesures d'adaptation qui seront prises pour permettre aux populations concernées par le changement climatique de faire face aux effets de celui-ci et d'éviter de devoir migrer. Quels sont les territoires les plus exposés? Alors, les territoires les plus exposés, ce sont évidemment ceux qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Donc on pense en particulier ici à l'Afrique subsaharienne, aux régions deltaïques et côtières, particulièrement en Asie du Sud-Est, ainsi qu'aux petites îles de très faible élévation, comme Tuvalu par exemple, qui est sans doute le territoire le plus exposé au monde, avec peut-être les confins de l'Alaska et du Groenland, qui eux sont menacés par la fonte des glaciers et du permafrost. Comment gère-t-il ce problème? Alors le problème est géré de façon très différente selon les pays où les problèmes de migration climatique se produisent, puisqu'il n'y a pas de cadre international pour régler ce problème. À Tuvalu par exemple, le gouvernement encourage l'émigration de ses citoyens vers les pays avoisinants et cherche des accords de migration avec les autres pays. En Alaska par exemple, le gouvernement américain déplace des villages aux confins de l'Alaska vers les grandes villes de l'Alaska. Donc en l'absence de cadre international, c'est vraiment au cas par cas et chaque pays gère le problème différemment. Certains comme le Bangladesh n'ont même pas encore vraiment anticipé l'ampleur du problème.
Quelle solution au niveau planétaire ? Bien, pour l'instant, il n'y a rien, donc il va falloir être créatif et il faut certainement aller dans plusieurs directions. Une première solution, ça serait de garantir des mécanismes de protection et d'assistance à ces personnes et donc de travailler dans le domaine plutôt du droit des réfugiés ou du droit international des migrations. Une autre solution, ça serait de prévoir des fonds d'adaptation et des fonds de compensation au sein des négociations climatiques internationales et à ce moment-là, de travailler plutôt au niveau du droit de l'environnement. Toute solution planétaire devra forcément combiner plusieurs axes et ne peut pas se contenter de travailler uniquement dans une direction. Tuvalu en quelques mots. Donc Tuvalu est une ancienne colonie britannique qui était jusqu'en 1976 rattachée aux îles Kiribati qui sont situées au nord de Tuvalu. En 1978, Tuvalu a obtenu son indépendance de la couronne britannique, une indépendance qui s'est opérée très rapidement et donc depuis Tuvalu a le statut d'État indépendant. C'est aujourd'hui un État très menacé par la montée des eaux puisque son élévation est très faible. Le point culminant de Tuvalu se situe à 4 mètres seulement au niveau de la mer. C'est également un pays très petit composé d'environ 10 000 habitants répartis sur un archipel de 9 îles au milieu de l'océan Pacifique Sud. Quels sont les principaux problèmes auxquels Tuvalu est confronté ? Alors, Tuvalu est confronté à toute une série de problèmes. D'une part, il y a évidemment l'enjeu du changement climatique et de la montée des eaux qui fait peser une grave menace sur le petit État. Puis il y a évidemment un problème économique qui est l'absence de ressources naturelles et d'industrie et d'exportation. Il y a également un problème d'eau potable puisqu'il n'y a aucune rivière ni lac à Tuvalu et que les habitants sont donc entièrement dépendants de la collecte de l'eau de pluie. Il y a un problème d'évacuation des déchets. Tuvalu ne sait pas où évacuer ses déchets, en particulier les voitures usagées, et donc ces déchets s'entassent aux deux extrémités de l'île. Et puis enfin, il y a également un problème de surpopulation. Tuvalu est un État très petit, de 26 km², si l'on compte les 9 îles qui le composent, et la population des îles extérieures a tendance à migrer vers l'île principale. Et donc on se retrouve avec une île qui fait 12 km de long en large et sur laquelle vivent quand même à peu près 5000 habitants. Donc il y a un grand problème de surpopulation à Tuvalu, même si cela peut paraître très étonnant. Quelles aides internationales reçoit Tuvalu ? Alors, Tuvalu est très largement dépendant des aides internationales. Ces aides lui proviennent de plusieurs sources. Il y a d'une part un trust fund, qui est donc de l'argent qui a été placé en banque par la Grande-Bretagne, l'Australie et Nouvelle-Zélande. Et donc avec les intérêts de ce fonds, Tuvalu peut s'assurer un revenu régulier d'année en année. Il y a également des aides plus ponctuelles qui financent certains projets et qui viennent en particulier du Japon ou de Taïwan, puisque Tuvalu reconnaît la souveraineté internationale de Taïwan. Et puis alors il y a évidemment des aides internationales qui viennent d'ONG et d'associations. Et là on peut citer en particulier une ONG française, Alofa Tuvalu, qui amène des ressources pour développer un projet écologique à Tuvalu, ou une ONG japonaise, Tuvalu Overview, qui s'occupe de générer une certaine forme d'écotourisme à Tuvalu. Et puis alors une autre forme d'aide internationale, quelque part, ce sont les touristes qui viennent à Tuvalu, et notamment ceux qui passent des vacances en bateau dans l'océan Pacifique Sud et qui mouillent dans les ports de Tuvalu. C'est une autre ressource internationale pour Tuvalu. C'est la première fois qu'un État va devoir se délocaliser pour raisons climatiques. Comment cela pourrait-il se passer ? Alors, c'est un événement tout à fait nouveau dans le droit international. On est coutumier de la disparition politique de certains États, la Tchécoslovaquie par exemple. Pour le cas de la disparition physique, géographique d'un État, là c'est tout à fait nouveau et donc il va falloir être créatif et imaginer des solutions de nationalité virtuelle ou de partage de la population entre plusieurs États. C'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport auquel il va évidemment falloir être innovant dans le droit international. Quels sont les principaux revenus pour l'État tuvaluan ? Alors, une des caractéristiques essentielles de Tuvalu, c'est que le pays ne possède absolument aucune ressource naturelle. Donc le pays n'exporte rien. Et donc ses revenus sont assez limités. Ils proviennent en partie de la fameuse revente d'un domaine Internet du point TV, puisque Tuvalu a eu la chance de recevoir ce suffixe Internet lors de l'attribution des différents noms de domaines au début des années 2000. Il en a tiré un certain profit. Ce profit est pour le moment en train de diminuer. Et donc Tuvalu doit compter sur d'autres aides, en particulier bien sûr l'aide internationale, mais également certains revenus que lui procure un peu de tourisme et aussi surtout les marins qui sont embarqués dans des cargos étrangers et qui envoient des
aides financières à leur famille. Et puis une autre source de revenus, c'est bien sûr les familles qui sont expatriées à l'étranger et qui envoient également régulièrement de l'argent aux familles restées au pays. Alors, c'est quoi la vie d'un Tuvaluan? Alors, la vie d'un Tuvaluan est évidemment difficile puisque le pays dispose de très peu de ressources et est confronté à de graves problèmes écologiques et donc en conséquence il y a une pénurie d'emploi à Tuvalu. Donc les rares possibilités d'emploi à Tuvalu sont soit de travailler pour le gouvernement, soit de s'embarquer comme marin sur un cargo étranger. C'est une des raisons pour laquelle de plus en plus de Tuvaluans songent aujourd'hui à l'émigration en Nouvelle-Zélande et c'est pourquoi 3000 d'entre eux ont déjà fait ce choix. Certains pays avoisinants refusent de recevoir les réfugiés climatiques. Pourquoi ? Bien, comme le concept de réfugié climatique n'est pas défini dans le droit international, il y a évidemment une crainte de créer un précédent légal et donc d'ouvrir une porte dans laquelle s'engouffreraient de nombreuses personnes. Et donc pour le moment, les seuls accords qui existent, notamment entre Tuvalu et la Nouvelle-Zélande, sont des accords de migration pour le travail, donc de migration saisonnière ou alors de migration plus permanente à la suite d'une politique de quotas semblable à celle qui va exister en France. L'Australie, de son côté, refuse de recevoir des réfugiés et une politique très restrictive par rapport à l'immigration. C'est dû en grande partie aux années de gouvernement conservateur de John Howard qui ont marqué l'Australie. On va voir si la politique d'immigration australienne se relâche un peu avec le gouvernement de M. Kevin Rudd. Quelles solutions locales sont envisagées ? Alors, au niveau de Tuvalu, le gouvernement est évidemment confronté à un dilemme qui consiste à choisir entre soit organiser l'émigration massive de sa population et l'évacuation générale, ou alors tenter de développer des projets qui permettront à Tuvalu de subsister le plus longtemps possible. Et donc, sortir de ce dilemme n'est pas évident. Il n'est pas évident pour un État de prévoir quelque part sa propre fin. Donc, le gouvernement de Tuvalu, en même temps qu'il essaye de continuer à attirer des financements vers son pays et de développer des projets écologiques, notamment avec l'appui d'Alofa Tuvalu, cette ONG française que j'ai mentionnée, le gouvernement essaie en même temps de faciliter l'émigration de ses citoyens de façon à leur offrir le choix au cas où Tuvalu devrait disparaître dans les prochaines années ou les prochaines décennies. Et donc, au niveau local, il y a des accords de migration saisonnière ou par le travail qui existent entre Tuvalu et la Nouvelle-Zélande et le gouvernement continue de chercher des solutions locales qui passent surtout par la forme d'accords bilatéraux. Pourquoi est-ce que Tuvalu est devenu un symbole ? Alors, Tuvalu est devenu aussi symbolique de la menace que fait peser le changement climatique sur la planète. D'abord en raison de sa situation géographique très particulière, d'un tout petit État de très faible élévation, et puis parce que ce fut un des premiers à avoir attiré l'attention des Nations Unies sur le risque migratoire que le changement climatique faisait peser sur certaines nations. Et donc, c'est suite à l'envoi d'un ambassadeur de Tuvalu aux Nations Unies au début des années 2000 que vraiment l'attention internationale a été attirée sur cette question.